Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour cette matinale de l'information sur Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu. La chaîne que vous regardez tous les jours, avec 4 heures sur 24, 16 jours sur 7. Au sommaire de l'actualité ce matin, la présidentielle 2018 au Cameroun avec l'appel à candidature qui divise les élites RTPC dans un département du Cameroun. Nous en reparlerons tout à l'heure. Nous parlerons également bien évidemment de cet appel lancé par le Maïdem qui ne souhaiterait pas que le président Biya se présente à cette présidentielle de 2018 que certains voudraient voir d'ailleurs anticiper. Boko Haram sera également au cœur de l'actualité ce matin avec 15 assaillants qui ont été tués par l'armée camerounaise, appuyée bien évidemment par la force multinationale mixte. Nous parlerons aussi pour ce qui est de la page internationale de l'Union africaine avec cette sortie d'Idriss Déby Itno au sujet de la CPI, lui qui estime que la CPI ne s'acharne beaucoup plus que sur les chefs d'État africains. Nous parlons bien évidemment de la CPI avec le procès de Laurent Gbagbo et surtout Ouattara et la France qui se retrouvent au banc des accusés. Raúl Castro se retrouve en France pour une nouvelle coopération et la France promet d'ailleurs de mettre sur pied un fonds franco-cubain de près de 212 milliards de dollars pour aider bien évidemment Cuba. La victoire de quelques candidats pressentis pour la présidentielle américaine est également au cœur de cette matinale avec bien évidemment quelques noms qui sortent déjà du lot. Voilà donc pour le sommaire de cette matinale d'information. Et comme il est tradition tous les jours, des personnes pour échanger avec nous sur ces sujets et apporter également des compléments d'information. Patrick Essando, bonjour. Merci Louis Loger, bonjour à nos téléspectateurs. Serge Bondier, bonjour. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'être des nôtres encore ce matin. Alors je voudrais que nous commencions tout de suite par la présidentielle 2018 au Cameroun, Serge Bondier, avec l'appel à candidature du président Paul Biya qui résonne à travers le triangle national. Mais on se rend compte que dans la région de Kribi, pour parler un tout petit peu ainsi, il y a des voix qui s'élèvent, qui s'opposent et voire même quelque part des élites qui s'affrontent. Vous savez, le président de la République, Paul Biya, est véritablement très engagé sur le plan politique, non seulement dans la vie sur le plan international, en accompagnant d'autres États à retrouver la paix et la stabilité, mais aussi au Cameroun. On remarque un peu l'engouement fort qui se fait ressentir au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je rappelle en passant qu'il n'a pas encore déclaré qu'il est candidat. C'est presque le même scénario qu'on a observé lors de la dernière élection présidentielle dans notre pays, le Cameroun. Le président Paul Biya, lors d'un meeting populaire, a dit « Je suis candidat ». Donc c'est une candidature qui avait été prise en compte et puis on a vu le résultat par la suite avec bon nombre de candidats qui étaient également présents à cette élection-là, mais le président Paul Biya a pu l'emporter grâce également à la bravoure et à la participation des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Justement, dans cette veine de rassemblement, ils ont choisi leur candidat naturel, leur champion qui a donc remporté les dernières élections présidentielles dans notre pays, le Cameroun. Maintenant, l'option c'est 2018. Dans quelle perspective le Cameroun, voire les militants du RDPC, vont-ils aller à ces élections présidentielles? On commence à se préparer progressivement. Mais là où la pomme de discorde naît un peu au sein de ce parti, beaucoup ont estimé au départ que le verre était dans le fruit, dans la région du Sud Cameroun, précisément dans le département de l'océan à Kribi depuis quelque temps. D'ailleurs, c'est une vieille querelle intestine sur le plan politique entre les leaders de cette zone, notamment Grégoire Mamba, sénateur, qui est très ancré politiquement dans cette zone, dans cette région du Cameroun, lui qui a été maire entre autres. Et vous avez aussi Jules Doré Ndogo qui a des influences sur le plan politique et même avec son association et qui a pendant longtemps milité au sein du RDPC avec un regroupement participatif de tous les fils de l'océan. Donc, c'est deux leaders qui s'affrontent de manière indirecte, même si c'est par meeting interposé, comme on le dit. Mais le coach n'a pas été pour autant respecté dans la mise en place même des véritables structures d'accompagnement du RDPC dans cette zone. Notamment, on a vu le grand rassemblement, la grande mobilisation qui était donc comme une sorte d'appel à candidature. Et ces deux géants du RDPC dans cette zone ont répondu aux abonnés absents. Patrick Christian, d'abord, la région du Sud qui est un tout petit peu secouée par ces leaders, ces élites qui voudraient être toujours au devant de la scène.
Alors, comment interpréter cette bataille post-présidentielle? Écoutez, vous parlez de bataille post-présidentielle, on se croirait déjà en 2010. C'est vrai que le président de la République, en recevant François Hollande autour de l'échange avec la presse, avait annoncé cette échéance certaine, mais lointaine. On a bien plus l'impression qu'elle est beaucoup plus proche qu'on ne le pensait. Cela a commencé par ce que quelques-uns, en tout cas des analystes politiques et bien d'autres, appellent le pays organisateur. Les appels qui sont venus du Sud profond, on va le rappeler, c'est la région originaire du président de la République. Et voilà que dans ce Sud-là, notamment dans la ville de Kribi, on commence à avoir des sons de cloche dissonants. On a comme l'impression que face à l'adversité politique qui semble être anéantie, c'est plutôt de l'intérieur que le danger et la menace peuvent venir dans le camp présidentiel. Ici même, dans le département du Vouri, je vais dire dans la région du littoral, dans la ville de Douala, on a ces mêmes sons de cloche. Un appel qui a été remis au gouverneur par une fraction, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, qui n'est pas tout à fait en harmonie avec d'autres camarades qui estiment d'ailleurs, pour quelques-uns, que c'est une initiative qui n'appartiendrait pas à ceux qui l'ont finalement déposée. Vous voyez, c'est une espèce de melting pot qui fait véritablement comprendre que l'enjeu peut-être de cette échéance que quelques-uns voient dans les analyses déjà anticipées, avant même 2018, l'enjeu sera véritablement et certainement au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui commence à clamer par quelques voix, même si elles ne sont pas unanimes, clamer et appeler, supplier de tous les vœux d'ailleurs même, à la présentation de la candidature de ce qu'ils considèrent comme étant leur champion, le président de la République. Alors, c'est une situation qui nous permet également de regarder tout autour de nous, hein, à travers le triangle national, pour comprendre que lors des renouvellements des organes de base de cette formation politique, il y avait également des tensions et dans certaines régions, des résultats ne sont même pas encore connus de façon officielle. Est-ce que ces conflits n'annoncent pas une forte opposition au sein du Rassemblement démocratique camerounais pour cette présidentielle? Oui, on avait cru que le renouvellement des organes de base, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, allait un peu clarifier, à défaut de réduire totalement ou alors de faire disparaître les antagonismes et les batailles rangées de clans au sein du parti au pouvoir, ou alors les clivages qui existaient parfois entre la base et la hiérarchie qui se faisaient accuser d'imposer tout, et notamment de ne pas tenir compte de la base, ou bien de ne même pas être représentatif de cette base-là. On avait cru justement que cette opération du renouvellement des organes de base allait gérer au mieux, n'est-ce pas, ces antagonismes-là. Mais que non, on a plutôt eu l'impression, comme cela avait déjà été le cas pour les investitures avant les législatives, les sénatoriales, on a plutôt eu le cas, l'impression que c'est une situation qui a davantage creusé, n'est-ce pas, dans la plaie. On avait comme l'impression que véritablement c'est un couteau davantage qu'on a enfoncé dans une plaie déjà béante. Et on se pose bien la question de savoir comment est-ce que le parti au pouvoir va sortir sans des séquelles, n'est-ce pas, de ce renouvellement des organes, parce qu'il continue de faire d'ailleurs des vagues. C'est vrai que dans certaines circonscriptions, cela s'est plutôt bien passé, dans l'apaisement, mais il y a ce qu'on appelle l'effet de contagion. Alors, un seul élément, un seul maillon de la chaîne peut arriver à gripper toute la chaîne. Et c'est ce qu'il y a à craindre. Et on ne le dira jamais assez. Plus que de l'extérieur, c'est de l'intérieur qu'on peut craindre pour l'harmonie et la symbiose au sein du parti au pouvoir. Alors Serge Bondi, est-ce qu'il ne fallait pas également penser, comme ça se passe partout en Europe, aux primaires au sein du Rassemblement démocratique par rapport à cette présidentielle pour animer le parti, pour voir des gens qui proposent des idées nouvelles et surtout des projets novateurs? On a vu en ce qui concerne d'ailleurs le renouvellement des primaires dans ces partis politiques, le cas du RDPC, et notamment dans toutes les circonscriptions politiques, en termes de résultats, ce qui a été rendu, au moins 80-90% de ces élections-là sont contestées aujourd'hui. Donc dans différentes circonscriptions, pour ne pas citer quelques arrondissements aujourd'hui, où il y a des gens qui ont fait énormément de requêtes disant que les élections dans notre circonscription avaient réellement des problèmes. Maintenant, en termes de premier, second tour, voir si on peut participer de manière efficace avec l'ensemble de l'échiquier politique, c'est une question qui est forcément à l'observation et que peut-être en temps opportun, le président de la République, comme on le dit souvent, le temps du président n'est pas le temps
temps des autres. Donc, il prend du temps, il observe mieux afin de trouver des solutions qui s'imposent. Peut-être sur le plan constitutionnel, si d'ailleurs la Constitution est mise en place, on ne sait jamais, peut-être cette année, la Cour constitutionnelle, on pourrait peut-être avoir des évidences dans ce sens, accompagné peut-être par le Parlement camerounais, pour qu'on puisse réfléchir de manière profonde sur la question. Maintenant, en interne, au sein du parti, comme on le dit souvent, les dissidences sont même au sein de ce parti, parce que dans ce parti politique-là, on n'a pas beaucoup vu ce rassemblement-là être observé. Et donc cet appel à candidature est juste le prétexte pour dire aux uns aux autres que oui, nous sommes d'accord, nous formons également l'harmonie, parce qu'il y a une base qu'il faut maintenir. Et donc on n'a plus beaucoup d'aventuriers au sein du RDPC. On espère bien que ceux qui ont été élus lors de ce dernier renouvellement des organes de base du parti, ils viennent ainsi apporter quelque chose de nouveau dans la manière de gérer, dans la manière d'amener un peu les idéaux qui sont défendus au sein du parti de la flamme ardente pour que le RDPC rayonne davantage. Les élections de 2018 sont là et puis on espère bien, parce qu'il peut y avoir une surprise globale et qui forcément ne sera pas du bon goût de l'ensemble des Camerounais. Alors surtout quand on parle des élections anticipées, certains sont pour que le président de la République puisse anticiper ces élections, certains sont pour que ces élections-là se tiennent à date, mais le MANIDEM, qui est sous mouvement africain pour l'indépendance et la démocratie, ne voudrait pas que le président Paul Biya se représente à cette présidentielle et n'annonce pas aussi sa candidature, parce que le MANIDEM a quand même un président qui s'appelle Dieudonné Yebga. Écoutez, le MANIDEM sera d'ailleurs reçu, son président par le gouverneur. Ils entendent remettre, comme d'autres l'ont fait pour l'appel à candidature. Ils estiment qu'il a aussi de leur droit d'aller remettre l'appel à non-candidature, n'est-ce pas, au gouverneur de la région du littoral. Ce sera pour cet après-midi, si le rendez-vous est respecté. On va vivre cet événement, mais en attendant, il me semble que cela participe de l'animation du jeu politique, de la vie politique même nationale. C'est bien, mais on aurait peut-être souhaité avoir des initiatives qui ne sont forcément pas calquées et collées aux initiatives du RDPC ou des camarades du RDPC. On a comme l'impression que la vie politique nationale n'est que rythmée par les initiatives qui viennent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et en ce moment, ça ne donne pas on n'a pas l'impression d'avoir un peu d'imagination, d'originalité qui vient de la part des formations politiques de l'opposition. Et dans ce jeu-là, bien évidemment, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui s'en sort. Est-ce que l'opposition ne fait pas le jeu du RDPC? Parce que le RDPC a forcément son couloir, a sa manière de fonctionner depuis plusieurs années. Maintenant, on peut peut-être interroger aussi la participation des autorités administratives. Est-ce que c'est dans son droit, c'est le rôle du gouverneur politiquement de recevoir ce document et le transmettre? Il est le représentant à qui le doit. Est-ce qu'on pourrait parler directement auprès du ministre en charge donc de l'AT pour l'administration territoriale de la décentralisation, voilà, donc c'est qui est également représenté par le ministre, le gouverneur de la région littorale, qui représente aussi le ministre de l'administration territoriale. On peut le dire. C'est vrai que ce débat fait beaucoup de va, mais il faut quand même constater que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a quand même, et on va dire c'est l'instrument gouvernemental qui est le plus proche de l'expression des formations politiques. Et dans son démembrement, justement, il y a le gouverneur de la région qui en est une émanation. Donc sur ce plan-là, on pourrait lire quand même une possibilité que cela se fasse. Maintenant, s'il y a une position dans la réception de l'autorité, notamment du gouverneur, qui devient partisane, en ce moment, ça peut poser des problèmes. Alors, Serge Baudé, on s'attendait également que Dieudonné Yebga, qui est le président du MANIDEM, puisse se prononcer comme étant candidat à cette présidentielle, que de demander au président Biya de ne pas se présenter. C'est comme s'il y avait, entre guillemets, une alliance qui ne disait pas son nom. Oui, c'est justement pour cela qu'on a proposé tout à l'heure que est-ce que l'opposition, à travers le MANIDEM, ne joue pas le jeu du RDPC. On a vu plusieurs formations politiques ici avant les échéances, le cas des dernières élections sénatoriales, ici dans notre pays. On a vu comment, dans certaines circonscriptions, le RDPC demandait de voter pour le RDPC et pour le SDF, et le SDF votait pour le RDPC dans une certaine zone. Est-ce que ce n'est pas un début, ou alors une alliance qui voudrait se créer à travers cette position du MANIDEM aujourd'hui? C'est d'ailleurs des réflexions qui peuvent être menées dans tous les sens. Et puis, est-ce que la surprise du MANIDEM n'est pas aussi celle de ne pas présenter sa candidature tout de suite? Parce qu'en interne aussi au sein de ces partis, il faut présenter une candidature unique. On connaît bien les intrépides qui sont au sein de ce parti, parmi lesquels Anissé Kané. Est-ce qu'il va se laisser chevaucher par le président Yebga pour que ce soit lui qui soit candidat à l'élection présidentielle 2018? Je pense que derrière cette participation du MANIDEM, qui va d'abord dire au président Paul Biya, ne te présente pas à l'élection présidentielle parce que son parti politique n'a pas approuvé cette candidature-là. Est-ce que derrière cela, le président du MANIDEM voudrait ouvrir une autre brèche à Anissé Kané, qui est quand même l'un des plus influents de cette formation politique et était également président? Ne sera-t-il
pas, lui, le candidat du Malidem? Là est aussi la question. Là est également la question, Serge Bondier. Je voudrais avec vous que nous parlions à présent de Boko Haram qui ne cesse de commettre des actes dans la partie septentrionale du Cameroun, avec ces tueurs qui sont déjà enregistrés, si on regardait l'espace sur le plan global, en termes de milliers de personnes tuées. Mais ces 15 assaillants qui ont été mis hors d'état de lieu par l'armée camerounaise avec l'appui de la force multinationale. Alors comment analysez-vous cet autre exploit de l'armée? D'entrée de jeu, on va d'abord encourager l'armée camerounaise, donc l'armée régulière qui prend les dispositions nécessaires pour la sécurité et la stabilité des populations dans cette zone. Également, ce coup de filet donc, de l'armée camerounaise face à Boko Haram en mettant hors d'état de nuit 15 assaillants, ce n'est pas la première fois. Il y a des prouesses plus importantes que celles-là qui ont été réalisées par les forces armées du Cameroun. Donc, c'est une nouvelle invite à plus de vigilance, même si d'autre part, on pense que le nouveau mode d'opération, dans le mode opératoire utilisé par Boko Haram, qui est celui des kamikazes, donne l'impression de divertir un peu dans un sens dans l'extrême nord du Cameroun, alors que de l'autre côté, il y a quand même des assaillants qui sont en train d'être préparés pour faire la riposte. Donc, l'armée veille au grain, les résultats sont là. Également, parmi ces assaillants, il y a quelques-uns, je crois un ou deux, qui sont aux arrêts. Ils pourraient être exploités par les autorités camerounaises pour trouver un peu davantage, fouiller même dans cette bataille-là pour voir quels sont les commanditaires, même si les véritables commanditaires jusqu'à aujourd'hui, depuis que cette guerre a commencé, on n'a pas encore réussi à mettre la main sur ces personnes-là, mais on sait quand même que cela provient de quelque part. Donc, dans cette perspective-là, il faudra simplement exploiter davantage de manière efficace, même les personnes, les prisonniers, même dans le cadre de cette bataille contre Boko Haram qui sont rattrapés par l'armée camerounaise. Nous faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité. Forcément, il y aura des fruits. Alors, Patrick Christian, d'abord, il y a des mesures qui sont envisagées pour essayer de neutraliser cette force occulte qui est celle de Boko Haram. Et on parle, bien évidemment, de cette pratique de sorcellerie. Hein? Peut-être à travers cela, on pourrait détecter, neutraliser à distance l'ennemi. Mais avant de rentrer dans ce qui peut être sérieux, pour répondre à votre question, je voudrais dire que si ce n'est pas la sorcellerie qu'on pourrait anéantir Boko Haram, pourquoi pas? Si elle a de l'efficacité ou alors si elle est... Mais vous avez été dans la région de l'extrême nord. Vous savez que ce sont des pratiques qui sont courantes. Et dès qu'on l'a dit, il faut quand même qu'on rentre dans la réalité contextuelle, culturelle. En fait, c'est ce que les uns et les autres appellent des gris-gris. Cela fait partie de l'usage là-bas chez les guerriers. Et il me semble que dans la mouvance des comités de vigilance, effectivement, il y a ces petites potions, les marabouts du coin local. C'est culturel dans la région. Ça n'est pas une particularité d'ailleurs de la région de l'extrême nord. Maintenant, quelle en est l'efficacité, comment cela se manifeste, je suis bien mal placé pour le dire. Mais si cela porte des résultats et que les autres nous disent que ça porte des résultats, bon, d'accord, on va s'en tenir à ce qui est constaté sur le terrain. Mais de là à aller envisager que le président de la République en personne ait demandé aux populations d'utiliser la sorcellerie pour combattre Boko Haram, bon, c'est des questions sur lesquelles on peut épiloguer. Mais je vous rappelle, et je le redis, pour avoir été dans ces régions-là, c'est culturel, ça fait partie d'un certain nombre de mœurs et d'habitudes. Maintenant, il faut quand même constater que sur le plan conventionnel, on l'a dit, on ne le répétera pas assez, Boko Haram a quand même subi de gros coups, de grosses pertes et est presque démantelé dans sa capacité d'affronter de manière directe les armées camerounaises, nigérianes. C'est difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette recrudescence, n'est-ce pas, d'attentats suicides. Jamais le Cameroun n'avait connu autant de tentatives et d'incursions et d'attentats depuis le mois de janvier. On a connu comme un pic. D'ailleurs, le plus meurtrier des attentats a eu lieu récemment, le quadruple attentat du côté d'Abo. Donc, on peut dire que c'est comme un peu un regain d'activité qui est lié à une détresse extrême, n'est-ce pas, de la part de Boko Haram. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, les comités de vigilance sont dans une phase décisive dans leur collaboration avec les services de sécurité et l'armée, parce que c'est une phase du tout ou rien. Si le découragement, la peur et la psychose viennent à emporter sur le camp, n'est-ce pas, des comités de vigilance, eh bien, Boko Haram aura réussi son pari de réussir quand même à jeter la psychose et d'entraîner certaines frayeurs pendant qu'il essaie de reconstituer un peu son arsenal et sa capacité de frappe. Parce qu'actuellement, il faut dire que c'est des actes de dépit
qui sont posés un peu, si on l'analyse de manière forte, par les activistes de Boko Haram. Donc, il revient à ces comités de vigilance, gris-gris ou pas gris-gris, sorcellerie ou pas sorcellerie, de rester courageux, vigilants, comme ils l'ont démontré depuis le début, n'est-ce pas, de ces campagnes. Il faut rappeler quand même que depuis 2013 à début 2016, c'est quelques 1100 civils qui ont été tués, hein, quelques 67 militaires, 3 policiers. Donc, les dégâts sont énormes et considérables. Et grâce à ces comités de vigilance, on a réussi quand même à minimiser l'impact, n'est-ce pas, de ces incursions et de ces attentats de Boko Haram. Il est donc question pour ces comités de vigilance de continuer de garder la vigilance et puis, même si cela est fait avec la sorcellerie, de nous éloigner le spectre de Boko Haram. Voilà. Parlons à présent de l'Union africaine avec cette sortie d'Idriss Déby Itno, s'agissant bien évidemment de la Cour pénale internationale de la justice et surtout le fait que la CPI s'acharne beaucoup plus sur l'Afrique et sur les dictateurs entre guillemets africains. Alors, cette sortie est une manière officielle d'annoncer le retrait de certains pays africains de cette Cour de justice pénale internationale, surtout au lendemain de ce procès de Laurent Gbagbo qui fait du grand bruit à travers la planète. Oui, en premier desquels l'Afrique du Sud, qui est quand même un pays considérable, l'Afrique du Sud qui envisagerait sérieusement de se retirer de la Cour pénale internationale. On a des pays comme l'Ouganda avec Yoweri Museveni, qu'on sait très incontournable dans la résolution d'un certain nombre de conflits en Afrique orientale, notamment sous l'égide de l'ICAD, l'organisation intergouvernementale de la région, qui, de manière ouverte, sont opposés à un certain nombre de diktats, ce qui est considéré comme diktat de la part de la Cour pénale internationale. Et puis cette sortie de Idriss Déby, président fraîchement élu, n'est-ce pas, de l'Union africaine, démontre un peu une espèce de ras-le-bol qui est géré de manière diplomatique, mais qui de plus en plus ressort de la part des dirigeants africains et qui essaye, malgré les contingents sécuritaires, économiques, qui les lient quand même, n'est-ce pas, aux puissances occidentales, pour la plupart colonisatrices, qui essayent quand même de prendre un peu de leur indépendance, qui cherchent à se démarquer de ce cloisonnement dans lequel ces pays sont depuis même la période coloniale. Et les mots utilisés par Idriss Déby sont très évocateurs. Nous, l'Union africaine, concernant notamment les conflits à gérer, nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Et Idriss Déby, que tout le monde a reconnu, et je crois d'ailleurs que c'est ce statut qui l'amène à la tête de l'Union africaine, comme étant le guerrier, un chef de guerre de temps moderne, avec l'implication de l'armée tchadienne du côté du Mali. Cette armée tchadienne, même si elle a été huée et chassée du côté de la RCA, elle y était, même si c'était pour accompagner la Séléka. Cette armée tchadienne-là a quand même acquis ses lettres de noblesse. Et puis, son entrée dans la lutte contre Boko Haram lui a encore donné de conforter cette position. Donc Idriss Déby a réussi aussi à juguler sur le plan de sa gestion interne les conflits qu'il avait avec le Soudan à un certain moment qui ont fait vaciller quand même son pouvoir. Et aujourd'hui, c'est le chef de guerre. L'Afrique a besoin des guerriers et je pense que les chefs d'État, les PRCP ont choisi Idriss Déby comme étant le guerrier, lui le général, qui sait quand même ces choses-là. Alors maintenant, de la parole aux actes, il va falloir que l'Union africaine agisse. La première des choses qu'on a constatées, c'est que la question du Burundi, peut-être on reviendra sur la question du Burundi à l'instant, a été tranchée. Les chefs d'État africains ont reconnu qu'ils ne pourraient pas avoir une force d'interposition au Burundi sans l'aval du Burundi. On le disait ici sur ce plateau. Malgré tous les sons de cloche qui avaient été annoncés, il est carrément impossible, d'après les textes de l'Union africaine, d'avoir une force d'interposition sans l'aval, n'est-ce pas, du pays qui devrait recevoir cette force. Donc, autant pour la résolution de ces crises, autant pour la gestion des cas africains par la CPI, Idriss Déby s'est prononcé. Et ce qu'il ressort de cette prise de parole, comme pour certains chefs d'État, on a l'impression que la CPI s'acharne beaucoup plus sur les cas de gestion de nos États en Afrique. Et pourtant, des exactions, on va dire des tyrans, peut-être pas des tyrans, mais ça veut dire que des dictateurs, parce que c'est comme ça qu'on considère un certain nombre de régimes en Afrique, il n'en existe pas qu'en Afrique. Des guerres, ça n'est pas que le continent africain qui les entretient. On en a des plus macabres du côté de l'Asie, on en a dans les conflits du côté de l'Amérique. Voilà. Des questions de droits de l'homme, l'ivoire, voilà. Et on a l'impression uniquement que c'est l'Afrique qui est devenue le foyer d'expression de la Cour pénale internationale. Est-ce donc une Cour pénale pour l'Afrique? Ça, il va falloir le clarifier. Alors, c'est peut-être parce que nous avons beaucoup d'argent pour investir et surtout pour nous défendre. Lorsqu'on regarde quand même ce collège d'avocats, d'éminents
on se rend quand même compte que quelque part, ces Blancs ont raison de ne s'occuper que des dictateurs africains. En tout cas, pas forcément un dictateur comme ils le disent. Il faut qu'ils réussissent à faire un peu l'équilibre dans l'ensemble. Il n'y a pas que les dictateurs, comme on dit en Afrique. Christian Ndobol le relevait tout à l'heure. Mais ce qui concerne un peu la participation de l'Union africaine, on a un homme vaillant aujourd'hui qui est à la tête, donc à travers ses compétences, de par ce qu'il a eu à apporter pour les différents conflits. Donc dans le cadre des résolutions, même des conflits en Afrique, Idriss Déby Itno, il fallait un porte-flambeau, un porte-étendard qui soit quand même capable de dire qu'à un certain moment, il faut qu'on agisse, qu'on puisse faire mieux. Une tête brûlée, parce qu'on sait qu'Idriss Déby... Tout à fait. Et vous avez suivi également le discours de Robert Mugabe, donc ce n'est pas un discours des moindres, un discours dans lequel, en passant le flambeau, il a dit qu'il fallait agir. Et lui, on connaît et puis on maîtrise un peu les positions de son pays depuis quelque temps, l'embargo qui règne donc dans ce pays à travers au niveau de l'Union européenne, qui a d'ailleurs quelques pays ont décidé de ne plus travailler avec le Zimbabwe depuis fort longtemps. Mais rassurez-vous, quand vous arrivez à Harare au Zimbabwe, ce n'est pas une ville qui est à négliger, donc il y a beaucoup d'investissements. Le président Mugabe, malgré ses différents problèmes, a quand même réussi à tracer et à faire de son pays un pays qui vise un peu l'émergence et puis où il fait un peu bon vivre malgré le taux de chômage qui soit un peu élevé. Mais on se considère là-bas comme un État qui veut se respecter malgré tous ces embargos. Aujourd'hui également, il est question que l'Union africaine prenne au devant de la scène ses responsabilités. La Cour pénale internationale qui a été créée, on se souvient un peu lorsque le procureur Ocampo était là avant Fatou Bensouda, il a quand même eu à participer à un certain nombre de choses en Afrique, résolution des conflits, mais on disait effectivement qu'il arrivait en Afrique dans l'intention de ramener les anciens leaders africains comme si c'était quelqu'un qui venait dans son grenier ramasser ce qu'il voudrait pour apporter en fait d'être jugé. Mais non. Au terme donc de son mandat, on a trouvé Fatou Bensouda, qui est donc procureur tribunal pénal, à la Cour pénale internationale, qui est arrivé avec l'espoir que c'est une Africaine et que forcément elle comprendrait mieux les problèmes de l'Afrique. Mais on a regardé le procès ces derniers temps à l'endroit du président Laurent Gbagbo et même Blé Goudé. Ces réquisitoires, entre autres, ont quand même apporté au devant de la scène quelques rectificatives, même quelques observations de la part non seulement de la communauté internationale, pour ne pas dire africaine, sur quelques agissements, notamment des faits qui sont reproché donc au président Laurent Gbagbo, d'ailleurs qui a plaidé lui et Blé Goudé non coupable du côté de la Côte d'Ivoire. On a dit également là-bas qu'il faut voir comment est-ce que la justice des vainqueurs se manifeste. On ne peut pas avoir participé à ce qu'ils ont appelé crime contre l'humanité, crime de guerre, alors que les belligérants qui étaient donc dans le cadre de ces différentes batailles-là, donc les faits qui sont survenus après les élections présidentielles du côté donc de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait une partie de ce pouvoir qui soit restée en Afrique pour gérer les affaires et que ceux qui étaient également engagés dans cette bataille se retrouvent du côté de la Cour pénale internationale pour être jugés devant donc à Mondovision pour démontrer qu'en fait c'est eux les fauteurs, c'est eux qui ont été à l'actif de plus de 3000 personnes décédées, donc entre autres dans le cadre de ces différentes batailles. Donc il y a fort à faire. On pense également que l'Afrique a aujourd'hui son mot à dire parce qu'on dit que l'Afrique c'est le continent de l'avenir, c'est le continent au sein duquel on retrouve encore de véritables ressources pour mieux aider et à secourir le monde. Voilà. Donc, alors, Patrick Christian, d'abord, on parle de la CPI avec, bien évidemment, ce procès de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, qui est également en ce moment même, qui se tient, ce procès ouvert il y a quelques jours seulement, avec son ancien bras droit, le ministre de la Justice, Charles Blé Goudé. Alors, certaines personnes accusent déjà l'actuel président Alassane Dramane Ouattara et la France qui se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés. Cela suscite bien évidemment un autre commentaire. Oui, lui loger ce procès de Laurent Gbagbo et de son lieutenant de la jeunesse, Charles Blé Goudé, n'est qu'à son début, mais annonce déjà les couleurs de ce qu'on aura à vivre si tout se passe dans les délais indiqués pendant 3 à 4 ans. Eh bien, après la parole donnée à l'accusation, notamment le camp de Madame le procureur Fatou Bensouda, on a beau clamer dans le camp du procureur que ce procès n'était pas là pour déterminer qui a gagné l'élection ou pas en 2010, c'est peine perdue. Parce que forcément, il sera bien difficile, on l'imaginait déjà, d'évoquer cette question de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010 sans évoquer justement la question centrale qui avait créé, n'est-ce pas, cette crise, c'est-à-dire l'élection et notamment la question du vainqueur de cette crise. Et c'est dans ce registre-là que la défense est entrée justement d'élaborer sa stratégie. Vous ne pouvez pas, disent les avocats de Laurent Gbagbo,
Et forcément, c'est dans cette lignée que ceux de Charles Blé Goudé vont se passer, même si lui, il aura surtout à répondre des chefs d'accusation en tant qu'harangueur des foules. Vous ne pouvez pas évoquer une crise sans évoquer la cause fondamentale de cette crise. S'il n'y avait jamais eu contestation, s'il n'y avait jamais eu problème autour de l'élection, il n'y aurait pas eu de crise. Et donc, c'est dans cette logique-là que la défense de Laurent Gbagbo se situe. Et on a véritablement l'impression, quand on écoute les avocats de Laurent Gbagbo, qu'ils ont bâti la ligne de leur défense de manière solide et rigide sur cette question-là. Et vous allez vous rendre compte, certainement au cours de l'évolution de ce procès, que quel que soit le cas de figure, on aura toujours à tirer des exemples. D'ailleurs, les avocats le disent bien, la partie qui défend Laurent Gbagbo le dit bien. Laurent Gbagbo a été porté au pouvoir par les textes qui régissaient la Côte d'Ivoire en ce moment, la Cour constitutionnelle. Donc, il avait avec lui la loi. Par contre, Ouattara y a été installé parce que l'armée française, appuyée par des rebelles, ont donné un coup de main. Et donc, c'est une situation qui va toujours nous ramener à cette crise post-électorale et difficilement, on va, dans ces conditions-là, ramener les esprits à la réconciliation, pourtant nécessaire en Côte d'Ivoire. Merci Patrick Christian Dobo. Alex Lemé, bonjour. Bien, bonjour Louis Roger. Alors, on reparle encore du CHAN avec la participation des Lions indomptables du Cameroun. Alors, pour certainement tirer déjà les leçons de cette sortie prématurée. Oui, on va dire que les Lions indomptables, malheureusement, ont vendu de l'air aux Camerounais. C'est vrai que lors des matchs de poule, les 3 matchs de poule, ils ont fait bonne prestation avec dans les 3 sorties, 2 victoires, 1 match nul. Ça a donné confiance au foot camerounais, mais malheureusement, ils ont été désillusionnés par la Côte d'Ivoire en quart de finale, 3-0. Et le plus difficile ici à accepter, c'est qu'au terme des 90 minutes, au terme du temps réglementaire, pardon, le score était de 0 but partout, mais les Camerounais ont pris 3 buts en 30 minutes. Donc vous comprenez que cela a dû faire mal, pas seulement aux acteurs qui étaient sur le terrain, mais également à tous ceux qui suivaient cette rencontre. Vous voyez, on était déjà confiants qu'on arriverait tout au moins en demi-finale et jouer le match de classement, mais malheureusement, c'était la désillusion totale. Les Camerounais sortent donc de cette compétition. Ben, il faut également dire que c'est vrai qu'ils sont sortis de cette compétition. Ça fait peut-être du bien à ces footballeurs qui sont immédiatement rentrés au pays, retrouver leurs équipes respectives. Vous savez que le championnat a démarré samedi dernier, samedi et dimanche. Donc, on va simplement dire que c'est une belle expérience pour les avisés de sport, les bookmakers. Pour ceux qui connaissent cette équipe nationale, des joueurs qui sortent d'une trêve de 4 mois. 4 mois, ils ne jouaient nulle part, peut-être dans le quartier parce que le championnat n'avait pas débuté, et qui ont une prestation comme celle-là, ça fait toujours du bien. C'est vrai que les Camerounais aiment gagner. Ils auraient tout au moins aimé que leur équipe puisse atteindre tout au moins la finale, malheureusement. Alors, il faut également féliciter ces jeunes athlètes qui ont quand même prouvé qu'ils pouvaient faire quelque chose. Effectivement. Et que les entraîneurs camerounais essaient maintenant de gérer ce qu'on appelle les dernières minutes et les prolongations, parce que si on regarde l'histoire des rencontres du Cameroun, on a toujours été battu, soit à la dernière minute ou certainement au terme des prolongations. Ah oui, il faudrait bien. C'est ce qu'on appelle généralement en athlétisme, on parle souvent du finish. Voilà. Je ne sais pas comment ça se dit en football ou quel mot ils utilisent pour parler de cela. Le finish. Bon, donc c'est ce qu'on doit essayer de voir, parce que là, cette défaite, franchement, m'a fait mal personnellement, parce que j'étais sûr que tout au moins on arriverait à la fatidique épreuve de tir au but, que non. Donc ça n'est fallu malheureusement pour les Camerounais. Mais c'est une belle expérience, une très belle expérience. Je crois que l'année prochaine, on fera mieux. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique et des Nations de handball, avec le Cameroun qui plie les Chines. Ah oui, le Cameroun également, c'était une autre désillusion là-bas face au Maroc. Les Camerounais, en match de classement, ont été battus par les Marocains 20 contre 24 ou 24 à 20. Et on avait aussi espéré que cette équipe arriverait tout au moins ou en demi-finale. C'est vrai qu'elle a trébuché dès le début. En 4 rencontres, c'était 2 victoires et 2 matchs nuls. 2 victoires, 2 matchs nuls. Et c'était quand même la moyenne. C'est vrai que ce n'était pas une faute de guerre lors du 3e match. C'était face au Gabon voisin, où le Cameroun a pu prendre le dessus. Mais contre l'Algérie et le Maroc, au match de poule, le Maroc a battu le Cameroun. L'Algérie également a battu le Cameroun. J'allais dire l'Égypte, ils ont battu le Cameroun. Mais le Cameroun, malheureusement, vient plier les Chines face au Maroc. C'était lors du match de classement. Une victoire aurait permis à nos Lions de handball de pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Pourquoi pas?
Parlons à présent de Nambudo et de Sambo pour dire que la saison sportive est ouverte. Elle est ouverte depuis samedi dernier. Ils étaient là à Douala, Sambiste et Nambudoka, à la faveur justement de cette ouverture de saison 2016. Il y avait au menu des combats, des démonstrations en Nambudo, notamment des randouris, des Djou-randouris, également kata individuel et par équipe. Il y a également eu des combats de démonstration s'agissant de Sambo et Sambo Combat, que nous allons d'ailleurs voir, que nous voyons déjà là. Et on va également dire que Sambiste et Nambudoka ont pris la mesure, n'est-ce pas, de ce qui les attend cette année. Il y a 4 sorties internationales, notamment 3 sorties mondiales et puis 2 sorties africaines. Donc, ils ont du pain sur la planche. Je crois qu'il serait mieux d'écouter 2 entraîneurs de Sambo qui nous disent ici ce qu'ils pensent de cette ouverture de saison sportive. Maître Alok Belmont et Maître Ariel Onono, que nous allons écouter. Je remercie tout le public camerounais qui nous ont soutenus la saison dernière. J'espère qu'ils seront un peu plus nombreux cette saison. Pour la lecture de la saison de cette année, nous avons beaucoup de perspectives, en l'occurrence des championnats d'Afrique, championnats du monde, et nous pensons que nous sommes fin prêts pour aborder toutes ces échéances-là. Nous sommes entrés en plein dans le travail. Après notre prestation du championnat du monde, on a vu des imperfections et autres et on s'est rendu compte que véritablement il faut corriger, n'est-ce pas, le niveau technique des athlètes. C'est la raison pour laquelle depuis le début du mois de janvier, nous faisons des stages de pied-point, de jiu-jitsu, de grappling, question de rendre un peu plus performant, n'est-ce pas, les capacités des athlètes. Parce que je vais vous dire que le Sambo Combat, c'est un sport extrêmement complexe où il y a, c'est un mélange de boxe française, de boxe anglaise, de judo, de lutte. Donc ce qui fait que pour les athlètes qui pratiquent le Sambo Combat, il faut véritablement qu'ils soient à point et qu'ils aient une rigueur, surtout au niveau du travail. Je remercie tout le public camerounais qui nous ont soutenus la saison dernière. J'espère qu'ils... Voilà donc, c'était Maître Alok Belmont, entraîneur national de Sambo, également Maître Ariel Onono, qui pratique du Sambo, mais qui s'occupe uniquement, n'est-ce pas, du Sambo Combat. Qui est synonyme, qui s'assimile justement à ce qu'on regardait encore l'autre jour ici, les MMA, c'est-à-dire Multi Martial Art. Donc, les pratiquants du Sambo Combat sont ceux-là qui pratiquent plusieurs disciplines martiales à la fois, notamment boxe, savate, kickboxing, lutte, judo. Et c'est pas très facile pour ces pratiquants d'arts martiaux. Bon, parlons à présent pour terminer de cette journée sportive de Canal 2 International qui se prépare et qui aura pour cadre le parcours vite ici même à Douala. Alors, où en est-on déjà Oui, il faut dire que tout est fait prêt, mieux vaut tard que jamais, comme le disent souvent certains. C'est vrai que c'est chaque première semaine du mois de janvier que nous organisons cet événement, mais cette année, on a plutôt choisi la première semaine de février, mais cela va se dérouler tout est fait prêt pour accueillir au moins 10 000 personnes au parcours Vita de Yaoundé. Douala à partir de 6h et ce jusqu'à 9h30. Ça va se passer en direct donc sur Canal 2 International. Tous ces sportifs, pas tous, enfin les sportifs auront la possibilité de souhaiter aux êtres qui leur sont chers les vœux les meilleurs pour l'année 2016. Il faut également rappeler que les autorités de la ville ont déjà donner leur accord de principe, n'est-ce pas, pour participer à cette 3e édition de la Journée internationale de Canal 2 International qui va se dérouler un peu différemment de l'année dernière parce que là, on ne restera pas à l'enceinte du parcours Vita. On sortira pour une marche de 6 km qui partira dans du parcours Vita, ce qu'ils appellent généralement de ce côté-là Maboko, c'est-à-dire Makepe, Douloma, Bonamoussadi, le BO et Koto. Donc Maboko, c'est Makepe, Bonamoussadi, Koto. Donc 6 km, on retrouve le parcours Vita. Et 6 km, donc je crois que je vais laisser quelques autorités dire un mot au sujet de cette... Bien évidemment. On les écoute. Je m'inspire du fait que le chef de l'État, lui-même, c'est un grand sportif, pour appeler la population du département du Vouri à adhérer à cette 3e édition de la journée sportive de Canal 2 International. Vous savez que le sport, c'est déjà un médicament, ça dépasse même la pharmacie.
Donc quand vous faites le sport, vous êtes à l'abri de beaucoup de maladies et de beaucoup de maux. Vous allez rester jeune comme nous. Donc j'encourage donc ces populations à sortir massivement de 6h à 9h. Population de la ville de Douala, un événement à ne pas manquer. La journée sportive de Canal 2 International, sa 3e édition. J'y ai toujours été et je serai là. Cette année, c'est le 7 février au parcours Vita, à partir de 6h. Venez nombreux, venez vous amuser avec Canal 2, venez vous amuser utile, parce que s'il s'agit de sport, il s'agit de votre santé. Je voudrais saisir cette opportunité qu'offre Canal 2 à la population de la ville de Douala. Une journée retenue pour une marche sportive, c'est bon pour la santé. Et nous pouvons dire que dans cette ville capitale, si vous n'êtes pas sportif, il est difficile que vous teniez le coup parce que des réunions, des rencontres associatives et tout cela, ça demande la santé. Alors avec la marche, tout ira mieux et soyons tous au niveau du parcours Vita le 7. Voilà, donc c'était pour cette journée sportive de Canal 2 International qui se prépare donc pour le 7 février au parcours Vita ici dans la Douala, dans la capitale économique, avec la participation du personnel, des sportifs, des populations et bien évidemment Patrick Issandova qui manquera pas de mettre son short pour cet événement. Alors tout de suite c'est la rue de presse cybernétique avec Junior Ossin. Bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour Patrick Issandova. Voilà, Patrick Issandova, chaque fois j'oublie, j'ai l'habitude de dire monsieur. Voilà, monsieur Patrick Issandova, bonjour. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canal 2 Info. Très rapidement, on entame avec cette revue de presse cybernétique, Louis Roger, avec Africain.info qui nous parle du président Zuma, le président Zuma qui envisage le retrait de son pays de la CPI. Le site nous apprend que c'est lors du sommet de l'Union africaine que dans son allocution, le président Jacob Zuma a annoncé que son pays devrait se retirer de la CPI. Et Afrique.info cite d'ailleurs, au vu des circonstances, il est maintenant impossible pour l'Afrique du Sud de continuer à participer au statut de Rome. Une signature du président Jacob Zuma. On poursuit donc avec jeuneafrique.com qui s'intéresse, n'est-ce pas, à la CPI notamment, qui nous parle de l'AE. Donc la défense de Gbagbo pointe le rôle de la France et du Burkina. Voilà, donc le site nous fait savoir que la défense dénonce le fait que le rôle de la France et du Burkina Faso ne soit pas abordé dans cette défense-là et dans ce procès. Ces deux acteurs extérieurs qui sont pour la défense, particulièrement responsables de cette crise ivoirienne. On va poursuivre avec RFI.fr qui parle de migrants et s'inquiète de la disparition d'au moins 10 000 enfants migrants en Europe. Et le site nous apprend que les mineurs représentent environ 27% des migrants qui arrivent en Europe, sont environ 270 000. Et le site poursuit que d'après l'agence Europol, au moins 10 000 d'entre eux seraient portés disparus depuis 2 ans. Le Monde.fr nous parle de plantes et bien sûr inscrit sur son mur un laboratoire français accusé de piller les savoirs traditionnels. Et le site met en cause l'Institut de recherche pour le développement. Selon le Monde.fr, cet institut exploite des savoirs ancestraux et des ressources biologiques puisées chez les peuples autochtones par des firmes pharmaceutiques ou cosmétiques. Le site nous apprend que c'est une injustice flagrante. On va donc terminer ce matin avec le site rtl.fr
qui parle de santé et nous parle du virus Zika. L'OMS décrète une urgence de santé publique de portée mondiale. Le CIE nous apprend que le virus a déjà pris une grande partie de l'Amérique et que selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus Zika est soupçonné de cause de malformations congénitales et de provoquer de malformations cardiaques chez les nouveau-nés. C'est tout pour ce matin, Louis Roger. Merci Junior Ossa pour cette revue de presse cybernétique. Alors Patrick Christian d'abord, on va certainement sortir de cette matinale. Il y a 30 petites secondes pour faire soit un petit commentaire sur cette actualité. Oui, tout à fait, cette alerte autour du virus Zika. On est à peine sorti, n'est-ce pas, de la psychose et de toute la tension autour du virus Ebola. Voilà un autre qui vient. Pour une fois, on ne dira pas que c'est l'Afrique qui en est le foyer, mais on ne peut pas s'en réjouir. Et comme on sait que les frontières sont devenues presque inexistantes dans le monde, la propension de ce virus-là peut inquiéter. Et il est temps peut-être de s'en occuper sérieusement. Voilà. Merci monsieur d'être venu donc ce matin. C'est tout pour cette matinale de l'information. On se retrouve certainement lorsqu'il sera 20h15 pour la soirée de l'information. D'ici là, portez-vous très bien. Le programme se poursuit.